Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors, au programme, on va appeler ça renforcer la reprise, accélérer la reprise, et on va parler du capital. Voilà. Nous avons la nouvelle présidente de France Invest. Je vous ferai le petit sketch autour de France Invest parce que il y a un moment que je suis quand même dans ce métier, où que je commente l'actualité économique, et j'ai vu petit à petit disparaître le terme de capital de ceux qui ont pourtant comme métier, passion d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir en parler, Claire, de gérer ce capital, de faire de ce capital une arme de croissance, de création de richesse, de développement, etc., etc. Donc pourquoi est-ce qu'on a peur de ce mot? Et puis derrière, alors on ira voir l'un de ceux qui sont le plus emblématiques en fait de ce qui se passe aujourd'hui dans la French Tech. Vous avez tous suivi ça, hein, les licornes maintenant qui commencent à courir absolument partout. En l'occurrence, on a été la chercher à New York, c'est pour ça on rebasculera en visio pour une longue discussion avec Jonathan Cherki. Vous avez forcément suivi en partie, sinon on va vous la raconter, l'aventure de Content Square. C'est doublement intéressant d'ailleurs parce qu'il y a le côté French Tech aujourd'hui qui prend vraiment une ampleur qu'on n'imaginait pas sans doute il y a quelques années. Et puis Content Square, c'est des armes pour le e-commerce. C'est des armes pour la transformation du commerce. Donc on parlera de tout ça avec Jonathan. Et puis on terminera d'ailleurs, pas très très loin, alors avec une boîte dont j'aimerais bien comprendre le fonctionnement, justement, on va voir ça. Alors pour le coup, ils sont rentrés en bourse. Ils s'occupent de data, mais alors ils raffinent de la data. Ça m'a l'air hyper complexe, et pourtant, ils rentrent en bourse, ça s'appelle Neymer, je ne sais pas si vous connaissez Neymer, Claire, mais on verra. Oui, ils rentrent en bourse, bim, ils prennent 25% la première journée de cotation. Donc il y a quelque chose là, hein, autour de la data, vous savez, on dit le pétrole du 21e siècle, d'accord, ça fait 15 ans qu'on dit ça. Là, c'est peut-être l'heure du raffinage, justement, de pouvoir rentrer directement la data dans le réservoir. Allez, c'est parti, c'est Bismart. On démarre donc avec Claire Chabrier. Bonjour Claire, nouvelle présidente donc de France Invest. Absolument ravi de vous recevoir sur Bismart parce que, donc je le disais, et Claire, vous n'y couperez pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus le mot capital? Donc avant, c'était l'association des investisseurs en capital, hein, si je me trompe bien. Puis ce C de capital est devenu croissance. Donc déjà, on a sorti ce honteux capital qu'on ne saurait voir. Et puis maintenant, donc, c'est France Invest. Pourquoi est-ce qu'on a peur du capital? Alors, bon, c'est vrai qu'on parle d'investisseurs pour la croissance, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre et c'est notre métier. Mais on parle du capital investissement et je pense que je vais utiliser plusieurs fois quand même dans la discussion le mot de capital investissement. Donc c'est un mot voilà, qui fait encore référence quand même. Claire, pas, alors pardon, et après on va s'exprimer largement. C'est pas anecdotique en fait. Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur cette histoire? Parce qu'on est dans un pays qui a un furieux problème avec le capital. On est avec des responsables politiques qui ont un furieux problème avec le capital. Combien de fois dans, j'en sais rien, dans des débats politiques, ce mot est-il prononcé librement, tranquillement? Absolument jamais. Si on le prononce, c'est pour le stigmatiser. Et je trouve que vous avez un devoir. Et là-dessus, je lâche jamais. Ça fait 10 ans que vos prédécesseurs, je les harcèle avec cette question. Je pense que vous avez un devoir d'expliquer en quoi le capital est indispensable à la croissance. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce qu'ont fait tous mes prédécesseurs, et c'est ce que je vais faire encore. Hein, alors remettez-le dans le nom. C'est sans relâche en fait qu'on fait ça quand même, et qu'on explique et qu'on essaie de convaincre de plus en plus d'entrepreneurs de dire ce qu'on fait et pourquoi on est là et le rôle qu'on a dans la société et dans l'économie. Donc justement pour revenir à l'essence de notre métier. L'essence de notre métier, alors c'est certes d'investir financièrement dans une société, mais c'est de l'accompagner. Et en fait, quand on arrive dans les entreprises, pourquoi les entrepreneurs font appel à nous? C'est qu'ils sont à des moments d'accélération ou de transformation de leur société et qu'ils ont aussi besoin d'un accompagnement. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, notre investissement, il est assez large, hein, parce qu'on investit dans les jeunes entreprises, les startups, mais aussi les PME et les ETI. Et en fait, on les accompagne dans ces phases de croissance. Et je crois que c'est pour ça que ce terme, certes, il y a du capital, puisqu'on investit de l'argent, mais ça va bien au-delà le travail qu'on fait au quotidien dans les entreprises, et c'est vraiment ce travail de transformation. Et nous sommes des actionnaires professionnels. Et le but de tout ça, c'est d'accélérer ces moments de vie et de croissance des entreprises. Et ça permet quoi? Ça permet de créer de la valeur dans les entreprises. Et cette création de valeur, c'est quoi? C'est de l'emploi.
Donc, quand on regarde nos chiffres, hein, ça, je pense que... Bon bah voilà, faudrait que ça, ce soit, vous voyez, faudrait que ça, plutôt que la Marseillaise, faudrait, j'en sais rien, le matin dans on les le écoles, martèle. vous voyez, voilà. C'est juste D'ailleurs, cette phrase-là, vous voyez, voilà. C'est le va- capital avec de l'accompagnement qui fait de la croissance et de l'emploi, ce serait bien. Exactement. Et c'est assez simple, en fait. Hein. Mais évidemment, Et c'est très c'est simple, rationnel, c'est en fait, limpide. ce qu'on fait. Il n'y a pas de magie, c'est très rationnel. Donc, On rajouterait juste, pour finir d'énerver quand même, à un moment quand même, il faut le rémunérer, ce capital, et arrive l'autre mot maudit, le dividende. Voilà. Oui. Hein, Alors, juste, on rajoute ça. On en reparlera parce que ça a du sens aussi. Hein, si on prend des risques, nous on y reviendra, mais ces risques, effectivement, on les rémunère. Donc ça aussi, c'est très rationnel. Juste pour revenir à cette création d'emplois hein, et à la création de valeur qu'on fait dans les entreprises qu'on accompagne, en fait, on mesure ça de très près. Elles ont une croissance qui est supérieure de 2,5 fois à la croissance moyenne de l'économie. Donc, c'est des entreprises qui, par tous les moyens qu'on y met, hein, tout l'accompagnement, ont une croissance plus forte. Oui, mais Claire, attends, je me permets... je vais me permettre. Oui, mais non. C'est-à-dire que votre métier, c'est aussi de détecter celles qui ont un très gros potentiel de croissance. C'est vrai. Donc, OK, elles croissent 2 fois plus vite et même plus de 2 fois plus vite. Mais en même temps, c'est assez naturel parce que vous accompagnez la croissance. Parce qu'on les sélectionne, parce qu'on les accompagne. Et c'est vraiment sur cette partie accompagnement qui est important de comprendre. Et c'est d'ailleurs les témoignages qu'on fait en permanence auprès des entrepreneurs hein, pour les convaincre de tout le travail qu'on sait faire. Parce que ce que je disais, c'est que ce n'est pas de la magie. Donc ce travail est au quotidien. On crée de la valeur, donc plus de croissance. On crée des emplois. On a créé 280 000 emplois sur les 5 dernières années. Donc c'est une croissance qui est... Les entreprises qu'on accompagne. Voilà, les entreprises que vous accompagnez. Et c'est donc une croissance qui est bien supérieure. Et donc ça... L'un des reproches qu'on vous fait là-dessus, c'est justement que l'argent va à l'argent. L'un des reproches qu'on vous fait là-dessus, c'est justement parfois un petit peu comme les banquiers. Mais les banquiers, moi je les défends, je dis c'est pas leur métier de prendre du risque sur les entreprises, les banquiers. Mais vous, c'est votre métier. Et peut-être d'aller dans des thématiques, vous voyez, qui sont un peu toujours les mêmes, et de manquer parfois un petit peu d'originalité. Alors... Bon, je vais peut-être vous contredire là-dessus, mais aujourd'hui, donc nous, on prend des risques. Hein. On n'est pas l'argent va à l'argent, mais nous, on ne prête pas d'argent. Donc on prête. On dit, le dicton nous dit, on ne prête qu'aux riches, mais nous, on ne prête pas. On investit, et on investit pour une période, pour du long terme en fait, dans les entreprises. Et donc, on prend des risques dans chaque projet qu'on décide d'accompagner. On prend un risque sur le projet, sur l'équipe dirigeante. On prend ce risque-là. Donc, ce risque-là, forcément, il a une rémunération, c'est vrai, on sélectionne ces projets, mais on sait aussi les accompagner dans le temps. Et c'est ce qui fait, vous parliez des licornes, de ce qui est en train de se passer, c'est ce qui fait aussi que parfois, on prend le risque d'investir dans des sociétés qui ont très peu de salariés, qui ont une idée qui est disruptive et qui, dans quelques années, va transformer la société et l'économie. Mais moins quand même, vous êtes plus, et d'ailleurs, je vous en félicite, hein, mais vous êtes plus grosse PME ETI quand même. C'est plus ça votre terreau d'investissement naturel pour... je parle de France Invest. Hein, Alors, en fait, non. Non, c'est vrai. Parce que France Invest, on accompagne, c'est ce que je disais, hein, l'ensemble de la gamme. Et aujourd'hui, c'est 25%, dans les sociétés qu'on accompagne, c'est 25% de start-up. Donc c'est très équilibré. On a investi l'année dernière, donc vous savez que ça grossit beaucoup, hein, puisqu'on lève 5 milliards, donc 5 fois plus qu'il y a un an sur ce segment-là. Et on a accompagné 1000 entreprises, pas loin de 1000 entreprises l'année dernière, qui sont des petites entreprises et des start-up. C'était surtout pas une critique claire, hein, au contraire. Parce que les start-up, elles ont en fait aujourd'hui des moyens de financement très très importants. C'est vrai. C'est sans doute plus, voilà, c'est sans doute plus du côté des grosses PME. Voilà. On a besoin de vous et de votre discernement. Voilà, disons-le comme ça. Je pense que c'est effectivement, on doit être représenté sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc les startups, je pense qu'on le fait. Alors on voit qu'on est dans un environnement économique très pro French Tech, et donc il y a beaucoup de dynamique autour de ça. Et ça fait partie de notre métier, c'est la prise de risque qu'on a. Mais on accompagne aussi les PME et les ETI. Et en fait, on est présent vraiment sur l'ensemble du territoire français. Et alors il y a un chiffre qu'on ne connaît pas bien aussi chez nous, c'est les secteurs qu'on accompagne. Et on accompagne 25% de sociétés dans le secteur de l'industrie. En fait, l'industrie, c'est 25% de notre investissement. Je vais vous donner un exemple. Il se trouve que je me suis vraiment intéressé à ce qui se passe en ce moment dans l'Est, autour des fonderies, qui sont sous-traitantes de l'industrie automobile, qui prennent en pleine face la disparition du diesel. C'est la vie, c'est la mutation.
mais qui ont néanmoins des capacités de gestion de l'aluminium qui restent aujourd'hui sans doute très intéressantes. Bon. Sans doute pour faire autre chose, évidemment, hein, que du diesel. Mais tout le monde est d'accord. Le diesel, c'est fini. OK, on tourne la page. Il n'y a personne. En fait, en termes de capital, il y a l'État, bon, pour une fois, voilà. Mais sinon, en termes de capital, pour aider à la transformation de ces vieux outils industriels qui peut-être ont un potentiel très très important autour de l'aluminium, il n'y a personne. C'est juste un exemple comme ça, mais c'est vrai que parfois on peut se dire... On aimerait qu'ils prennent davantage de risques sur ces terrains-là, vous voyez, les terrains historiques, les terrains traditionnels. Alors, oui, mais je pense qu'il faut faire attention à la médiatisation de ce qu'on fait, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est tech, et à la réalité du terrain. Parce que quand je vous dis, nous, nos chiffres, on les calcule chaque année, et l'industrie, en fait, dans les grands secteurs qu'on accompagne en France, il y a l'industrie, je vais vous donner les 4 principaux secteurs. Alors, mais industrie quoi? Quelle industrie, par exemple? Il y a l'industrie, eh bien, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, parce que c'est un investissement... Ça va être un truc, je suis sûr, ultra moderne, industrie 4.0. Pas forcément moderne, mais par exemple, dans le transport à température dirigée. Je viens de faire un investissement, moi, dans ce secteur-là, qui est une société qui s'appelle Chero, qui est un leader français et européen. Bon, là, a priori, donc c'est la chaîne du froid. On n'est pas complètement dans la tech, mais c'est la logistique, c'est la chaîne du froid, et avec des vrais enjeux de transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la tech et le financement de la tech, ce ne sont pas que les startups. La tech, elle est partout. Donc, nous, enfin, on a ce laboratoire extraordinaire parce qu'on accompagne 8300 entreprises et sur toute la gamme. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la tech, c'est pas qu'un sujet de start-up. La tech, elle est dans nos PME, elle est dans nos ETI aussi. Et ce sont ces sociétés, les sociétés qui s'emparent le plus de ces sujets technologiques, qui sont justement les champions de demain. Et on voit ces thématiques-là qui sont vraiment transverses, quel que soit le positionnement sectoriel de l'entreprise. Et dans l'industrie, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu qu'on accompagne aussi dans la transformation des entreprises et des dirigeants. Alors, vous avez été élu sur un programme. Alors, j'ai encore une question un peu d'actualité, puis ensuite on va voir votre feuille de route, mais comme vous l'avez dit, on est dans un moment charnière. Là, la grande phrase, là, c'est le Covid a accéléré toutes les tendances, et donc nécessité de transformation. On se retrouve avec des entreprises dans une configuration un petit peu étrange, elles ont levé des PGE, qu'elles ont pour beaucoup d'entre elles pas dépensé, donc elles ont de la trésorerie, etc. Bon, elles hésitent un petit peu sur la direction à prendre, et beaucoup d'entre elles, mais alors vous allez me le confirmer ou pas, notamment une génération de jeunes boomers, parce que pour diriger une entreprise encore aujourd'hui, il ne faut pas être né quand même très très loin d'après les années 60, ont du mal à ouvrir leur capital. Ont du mal en fait à venir voir des investisseurs comme vous, parce que c'est abandonner une partie de sa souveraineté pour dire allons-y, transformons-nous ensemble. D'abord, est-ce que c'est une réalité? Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour les convaincre d'avancer avec vous? Alors, c'est une réalité, mais ça se transforme. C'est en train de changer. Donc ça, on y travaille tout le temps. Justement à essayer de combattre les idées reçues et les préjugés sur ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai commencé au départ à vous dire, nous, on est là à côté des entrepreneurs. Mais je pense que la crise, et ce qu'on vient tous de vivre pendant les 18 derniers mois, ça nous a permis aussi de renforcer nos positions et en tout cas notre image. Parce que avec ce qu'on a vécu l'année dernière, ça a quand même été un choc extraordinaire pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Eh bien, c'était quand même beaucoup plus confortable à ce moment-là pour un patron d'être accompagné par un investisseur financier, de pouvoir échanger, de briser cette solitude du dirigeant. Et là, je pense qu'on a vraiment été en renfort à tous les niveaux. Quand on a été dans l'urgence, qu'il fallait absolument sécuriser la trésorerie, quand il fallait rebondir, allouer les investissements, parce que c'est ça, concrètement, on a été confronté à des prises de décision d'urgence et d'allocation aussi d'investissements à court, moyen et long terme. Donc, c'est plus facile quand on est accompagné pour un entrepreneur de prendre ses décisions et d'avoir un miroir, parce qu'on est vraiment là pour partager notre expérience. Et comme on a ce laboratoire, en fait, cette très large vision à travers toutes les entreprises qu'on accompagne, on voit ce qui se passe dans chacune d'entre elles. Et ça nous permet d'apporter les meilleures pratiques et de partager, en fait, ces meilleures pratiques avec les entrepreneurs. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment convaincue qu'on a des enjeux de sortie de crise, d'accélération.
C'est accélération dans l'innovation. On a vu que les sociétés qui s'en sont bien sorties, c'est celles qui avaient investi en R&D ces dernières années, qui étaient digitalisées. Ça a été beaucoup plus compliqué pour les autres. Donc ces enjeux-là, ils accélèrent. On les a vus pendant la crise, mais ils accélèrent en sortie de crise. Il y a des enjeux de compétitivité, de positionnement à l'international. Ça aussi, c'est notre métier. Accompagner les entreprises et les PME justement dans leur croissance en dehors des frontières. Donc je pense que tout ça sont des arguments très solides qu'on a pour continuer à convaincre les entrepreneurs. Et ce qui est intéressant, je me permets de juste dire, la différence dans cette période-là entre, comme vous l'avez dit, le capital et la dette. C'est-à-dire, vous êtes dedans finalement. C'est-à-dire, vous avez votre sort, il est scellé avec celui de l'entreprise. La dette, c'est plus compliqué. Il pourra toujours se payer sur la bête. Parfois, il a même intérêt à ce que l'entreprise, finalement, soit liquidée. Enfin, les enjeux et les accompagnements ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est intéressant quand même dans la période. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on on est renforcé, finalement, en cette sortie de crise parce que on a joué ce rôle auprès des entrepreneurs. Et d'ailleurs, ils nous aident aussi. Les entrepreneurs chez qui on a investi, ils témoignent. Et je pense que ça, c'est nos meilleurs champions. Vos meilleurs ambassadeurs. Nos meilleurs ambassadeurs, c'est de faire témoigner les entrepreneurs de ce qu'on fait à leur côté. Et on vient de sortir une étude remarquable, j'en profite pour la citer, J'en doute pas. sur justement l'accompagnement des entreprises et les champions que le capital investissement a créé en France. Claire. Et ce qu'on voit, c'est que la croissance de ces entreprises, elle a été accompagnée de 14% sur 10 ans annuels et qu'on compare à 8% pour les concurrents. Donc voilà, on a des témoignages extraordinaires d'entrepreneurs. Les Français ont accumulé une épargne très importante. Oui. Il y a une occasion à essayer de refaire quelque chose qui fasse qu'il soit... Oui. Ça, c'est dans mon programme. C'est formidable. Mais alors, c'est quoi la solution en 2 minutes? Écoutez, de toute façon, nous, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on continue à investir, et à lever plus de capitaux. Et une partie de ces capitaux viendra de l'épargne des Français. Comment on peut les convaincre? Il y a un moment, c'est un peu l'Arlésienne, cette histoire. Parce qu'il y a un certain nombre de barrières qui ne sont pas simples. Mais là, on va y mettre les moyens. Mais on est d'accord, il faut quand même prendre du risque. C'est-à-dire que depuis, j'ai l'impression qu'il y a 15 ans que cette histoire tourne. Et à chaque fois, c'est, vous inquiétez pas, vous allez investir en capital dans les entreprises, mais votre investissement sera garanti. C'est impossible, ça. C'est ce que vous disiez au départ. Il y a du risque et il y a du rendement. Ouais. Donc c'est une façon de placer son épargne, alors qui a 2 vertus, me semble-t-il. La première, quand on est un épargnant, c'est le rendement, parce qu'on propose en fait des rendements de 11% annuels historiquement sur les 10 dernières années. Donc c'est proposer ce rendement et investir dans l'économie réelle. Mais bien sûr, il y a du risque, puisque c'est ce que je vous disais au départ, on prend ce risque-là, mais le fait est que les rendements sont là. Donc on a historiquement tenu ces rendements sur des longues périodes. Donc je pense qu'on va continuer à convaincre, et surtout mettre de l'énergie pour le faire. Et avec un produit qui serait largement ouvert à ce moment-là à l'ensemble des épargnants. Exactement, mais il y a beaucoup d'enjeux, parce que je partage complètement. C'est pour ça qu'il faut qu'on accélère. Il y a des sujets de formation. Ouais. Et d'éducation. Ouais. Donc ça, on va y mettre les moyens parce qu'il faut plus parler de ce qu'on fait et justement du type d'accompagnement. Et du capital. Et merci de nous recevoir. Et du capital. Et puis, il faut aussi former les distributeurs parce que c'est un produit qui est moins connu historiquement par les particuliers. Et puis après, les choses se transforment aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on se digitalise. Donc, c'est pas si simple de collecter de l'argent auprès d'une multitude d'investisseurs. Mais aujourd'hui, on évolue et il y a des moyens de digitalisation qui vont permettre de le faire plus simplement. Donc je suis convaincue qu'on devrait pouvoir lever 10 milliards. 10 milliards. 10 milliards à horizon 5 ans auprès des particuliers. Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Il y en a 200 qui ont été épargnés. Il faut être plus ambitieux. Mais un peu sur le modèle de ce qu'a fait BPI France. Alors même si ça reste très limité comme possibilité d'investissement, mais qui est un bel exemple. Qui ouvre le marché. Qui ouvre le marché. Exactement. Donc voilà... Merci Claire. Voilà nos enjeux. Juste pour terminer, effectivement, je pense que pour nous, le capital investissement, je l'ai dit... Il y a capital dedans. Voilà. Nous sommes des acteurs et des investisseurs responsables et on a vraiment un enjeu sorti de crise de rôle moteur dans la transformation de l'économie et d'une économie durable. On est bien d'accord. Bon, et puis il y aurait énormément de sujets, notamment qui vous tiennent à cœur aussi, j'en suis sûr. Partage de la valeur,
participation, association au capital. Oui, mais c'est ça aussi qui, si vous ouvrez votre capital, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, ça permet aussi de mettre en place des dispositifs de participation qui transforment totalement la relation à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. Et ça, on y est très attaché au système de partage de la valeur avec l'ensemble des salariés. Claire Chabrier, donc présidente de France Invest, était notre première invitée sur Bismart. Et maintenant, on file à New York. On repart les amis, on repart à New York, où est Jonathan Cherki, qu'on va retrouver. Alors vous avez sans doute suivi ça, mais nous on est dans le slow news, voilà, on prend le temps. Et donc on retrouve Jonathan à la tête d'une entreprise fondée 2012, c'est ça, Content Square, hein, Jonathan? Tout à fait, salut Stéphane. 2012, valorisé maintenant 2,8 milliards de dollars après une levée de fonds historique, on va y revenir. Jonathan, alors j'ai écrit dans les secrets du e-commerce, c'est-à-dire il faut décrire, moi je me souviens très bien de la première fois qu'on s'était parlé, en fait tu étudiais le cheminement de la souris sur les pages des sites e-commerce, c'est ça, hein, Jonathan? C'est tout à fait ça. En fait, quand on avait démarré, on essayait de comprendre pourquoi un utilisateur quittait le site. Et quand on a analysé ce qui existait dans le marché, il y avait des solutions d'analytics qui permettaient de comprendre page par page où est-ce que l'utilisateur s'en allait, mais sans véritablement comprendre pourquoi il s'en allait, qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur de la page, qu'est-ce qui l'aimait, qu'est-ce qui attirait son attention, qu'est-ce qu'il faisait avant de cliquer dessus. C'est comme un magasin physique. Dans un magasin physique, on sait qui rentre, on sait qui sort, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font à l'intérieur, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a des vendeurs qui sont là pour voir ou aider. Online, on est aveugle. Et partant de ce constat-là, on a créé effectivement une solution qui, au départ, analysait le mouvement de la souris, qui désormais aussi analyse toutes les interactions sur les téléphones mobiles, parce que 80% des gens aujourd'hui consomment leur digital via… Non, mais c'est ça. Non, mais j'allais y aller. Mais je veux y aller feuille par feuille parce qu'à un moment aussi, parce que c'est ça qui est passionnant, c'est que j'ai suivi un petit peu les pivots et puis je vais être très franc, je ne comprenais pas toujours. Mais à un moment, je me souviens bien aussi, c'était nos yeux que tu regardais. Alors, la première approche avec les yeux, en fait, elle n'était pas très industrialisable. Parce que c'était quelques personnes qui regardaient des publicités. Sur un écran de télévision à ce moment-là, d'ailleurs. Hein. Oui, télévision et ordinateur. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'améliorations à aller chercher que d'améliorer les publicités parce que si la publicité est géniale, mais que le site est pourri, les gens s'en vont. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à vouloir comprendre ce qui se passait entre la publicité et le tunnel d'achat du site. Donc, l'idée de départ, elle n'est effectivement pas notre activité aujourd'hui au quotidien, même si elle est connexe. Alors, ça s'appelle le taux de transformation. Hein, ça reste ça aujourd'hui le cœur du manque d'efficacité relative du e-commerce. C'est-à-dire, c'est quoi le taux de transformation? Je crois que c'est 1-2%, pas beaucoup plus. Oui, tout à fait. On est de l'ordre de 2-3% aujourd'hui sur les sites web. Le ratio des gens qui arrivent sur un site et qui achètent, sur 100 personnes, 2 à 3 vont acheter. Là où dans les magasins physiques, on est plus sur des ratios de 25 à 30%. Donc, dans un monde qui devient de plus en plus digital, la nécessité d'améliorer ce ratio devient de plus en plus stratégique parce qu'il a un impact direct sur le business généré. Et ça touche toutes les verticales, tous les marchés, pas uniquement des marchés transactionnels. Hein. Ça va concerner l'automobile, le B2B, la banque, l'assurance. Tous veulent aussi améliorer l'expérience des utilisateurs en ligne parce que l'expérience, elle vient aussi définir la manière dont la marque se construit. Ouais, je comprends. Ah oui, c'est pas seulement l'acte d'achat. Tu analyses tous les comportements. C'est intéressant, la banque. Tu peux me raconter un petit peu, là? Un des autres exemples, quand vous êtes sur un parcours ou une création de compte ou une inscription sur un formulaire, vous avez des points de friction, vous avez des difficultés. On s'est rendu compte que l'enjeu n'était pas uniquement d'améliorer le parcours ou d'optimiser les contenus des sites, mais d'essayer de comprendre quels étaient tous les éléments qui pouvaient influencer le process de décision pour pouvoir optimiser l'ensemble des dimensions du parcours. Et ça a aligné notre stratégie d'acquisition. C'est ce qu'on a fait, qu'on a racheté 4 sociétés ces 18 derniers mois pour analyser d'autres dimensions comme les produits, les prix, les problèmes techniques, les erreurs, les points de friction, le temps de chargement.
afin de venir offrir une expérience optimum en tous sens. Mais si je prends le temps de chargement, par exemple, il est indépendant. Ça, enfin, celui qui design sa page, il peut influer sur le temps de chargement selon qu'elle est plus ou moins lourde. Mais vas-y, vas-y. Oui, non, tout à fait. Prenons l'exemple d'un contenu. On va pouvoir analyser si les gens, quand ils ont vu ce contenu-là, ou quand ils ont été exposés à une image, est-ce que derrière, ils ont cliqué sur l'image et ont converti pour mesurer la performance des contenus. Mais il y a parfois des contenus qui sont peu vus, mais très engageants, ou inversement. Et là rentre la notion de temps de chargement. Peut-être qu'il y a des contenus qui n'ont pas beaucoup d'impact sur la conversion, mais qui sont très longs à charger, il faut les enlever. Ou un contenu qui est super en termes de conversion, mais finalement, on se rend compte qu'il est très lourd sur le chargement de l'impact et qu'il a un impact négatif. Donc, ça va aider à prioriser toutes les actions à mener sur le site pour une meilleure expérience. Mais c'est toujours par l'étude de la façon dont j'évolue sur la page. Ça reste ça aujourd'hui? Ça, c'est la dimension première sur comment vous naviguez. Sur le mobile, il n'y a pas de souris. Mais oui. C'est les touches, les swipes, les zooms, le scroll. Quel écran vous voyez, puis quel autre écran vous regardez, à quel moment vous zoomez, est-ce que les gens qui ont zoomé sur ce visuel se sont mis à cliquer dessus après, etc. C'est d'autres types d'informations. Et au fur et à mesure de l'histoire et du développement de Content Square, on est venu rajouter d'autres dimensions. Donc, les contenus des sites, les produits, le temps de chargement, tel qu'on vient de les décrire. Et alors, attends, parce que les prix, là, le pricing, alors il se trouve que moi, je me suis pris de passion cette année, je te l'avoue, là, pour le pricing et pour les pricing directors, etc. Et tout. Mais les gars, enfin, comment dire, tu leur apportes une indication, mais pas beaucoup plus quand même. C'est-à-dire, c'est une des dimensions du pricing où tu influes énormément là-dessus, Content Square. L'analyse des prix est une des dimensions du process de décision d'achat, une dimension importante. Hein. D'ailleurs, parce que peut-être que le site est super, mais qu'un autre acteur propose le même produit à un bien meilleur prix. Ouais. Donc, spontanément, vous allez aller du coup l'acheter ailleurs. Ce qu'on va venir ici indiquer, c'est s'il y a un meilleur prix ailleurs. Et ça, les commerciaux le savent s'il y a un meilleur prix, Jonathan. Ils ont fait. La différence, c'est qu'on va venir apporter une solution industrielle pour pouvoir détecter des prix différents, des meilleurs produits, le contenu et agréger en fait toutes ces dimensions dans une seule et même plateforme parce que le prix est un des éléments, ce n'est pas le seul. Et donc, ça s'adresse à qui? Qui est-ce qui va analyser? C'est les commerciaux à la fin qui reçoivent… L'acheteur principal de la solution Content Square, ce sont les équipes en charge du e-commerce, du digital, du marketing. Les utilisateurs, ce sont les équipes en charge du contenu, de l'e-merchandising, de l'acquisition, de l'analytics, de l'IT aussi du site pour voir s'il n'y a pas des erreurs ou des problèmes rencontrés afin de réduire les frustrations. Mais sachant qu'aujourd'hui, enfin, c'est l'heure de l'omnicanal, donc en fait, l'ensemble des, je ne sais pas comment tu appelles ça toi-même, des recommandations que tu vas apporter aux experts e-commerce, si tu parles du pricing, si tu parles du design du produit, des choses comme ça, mais ça a des répercussions sur tout ce que fabrique l'entreprise, en fait, puisque… Tout à fait. Je vais aller plus loin, c'est que je pense que le meilleur moyen d'améliorer une entreprise est d'améliorer les gens qui y travaillent. Si chaque personne est capable en un clic de mesurer l'impact de sa décision sur la conversion ou le process de décision d'achat, on vient améliorer l'entreprise dans son ensemble, on vient désiloter les décisions et c'est pour ça qu'on est obsédé par la simplicité. On veut que chaque personne sans compétences techniques ou mathématiques puisse être capable de mesurer l'impact de sa production. Donc, on essaye toujours d'aller dans cette logique de one click pour pouvoir voir si la décision qui est prise est bonne ou pas bonne et prodiguer des recommandations afin de prioriser les actions à mener sur le site. Et ça peut aller même sur des simulations. Quand tu dis one click, je tente un truc, je simule un truc, je demande à Content Square comment ça va marcher? Alors, justement, plus on a d'informations, plus on est capable de prédire le futur impact des changements réalisés. Plus on est capable d'apprendre de toutes les données qu'on collecte sur les sites de nos clients avec comme credo principal le respect de la vie privée. On ne traque pas des personnes, on mesure des comportements. Oui, c'est ça. Oui. Oui, et puis pour le coup, effectivement, comme c'est le comportement du doigt, on s'en fout de savoir quelle est l'identité de l'utilisateur. C'est ça. Qui vient, c'est pas notre approche. Tu n'as pas besoin d'avoir une catégorie socio-professionnelle ou un sexe ou quelque chose comme ça? Non, rien du tout. Non. Je vais même plus loin. Je pense que le futur
des sociétés dans lesquelles on vit feront du respect de la vie privée un pilier fort. Et donc, on y voit, nous, chez Content Square aussi, un élément de différenciation avancé en plus d'une conviction détaillée. On va même plus loin dans notre conviction et dans la manière dont on veut impacter le monde, c'est qu'on pense que le web devrait être accessible à tous. Et quand je dis à tous, ça concerne l'accessibilité des sites, les personnes âgées, les malentendants, les personnes atteintes de déficit visuel. 70% des sites web ne sont pas accessibles. Il y a 1 milliard de personnes sur la planète qui ont des difficultés à accéder au contenu. Donc, on a racheté une société relative à l'accessibilité. On a récemment créé une fondation pour développer l'accessibilité numérique dans les écoles et les entreprises, parce que le web devrait être accessible à l'ensemble des utilisateurs et pas uniquement la cible première des marques. Et il ne peut pas y avoir une contradiction à un moment entre l'efficacité commerciale que tu promeus, l'augmentation du taux de transformation et le fait de rendre mon site accessible, de faire de l'inclusion commerciale presque, hein, c'est ça que tu nous décris là. Je dirais pas je pense pas qu'il y ait d'opposition. Je pense qu'en revanche, il y a un enjeu à traiter un certain nombre de sujets qui peuvent avoir un impact au-delà de l'impact transactionnel. Et Covid a été aussi un accélérateur de la digitalisation du monde qui amène aux marques de plus en plus de nouveaux segments d'utilisateurs qui arrivent sur leur site. Ouais. Donc, un vrai sujet à la fois d'impact business, mais aussi un sujet sociétal. Il y a 5 ans, Jonathan, une marque, elle disait « Mon site, il est responsive ». Ça voulait dire qu'il pouvait s'adapter à tous les devices. Bon. Et donc, toi, tu dis, dans 5 ans, peut-être même avant, la marque, il faudra qu'elle dise « Mon site, il est inclusif ». Et j'irai même plus loin, il devra être adapté pour chacun. Ouais, c'est ça. Personnalisé, tout en ayant un parfait respect de la vie privée. Donc, tu es à New York. Tu es parti à New York quand, d'ailleurs? Un peu moins de 4 ans. C'était obligatoire pour développer la boîte à cette vitesse-là? Je dirais qu'à ce moment-là, les États-Unis représentaient le plus gros marché en termes de e-commerce. Donc, dans notre ambition de devenir le numéro 1 mondial de notre activité, il fallait devenir plus grand dans le plus grand des marchés. C'est la raison pour laquelle je suis parti pour développer, pour prendre le lead et accélérer notre pénétration sur ce marché-là. Un des facteurs de développement aux États-Unis a été le rachat d'un de nos concurrents, société d'origine israélienne, dont 80% de son activité était aux États-Unis, qui a accéléré drastiquement notre pénétration sur ce marché. Aujourd'hui, 50% de notre activité est réalisée aux États-Unis. Et alors, parce que tu as la France a célébré la levée de fonds de Jonathan Cherki comme une victoire en Coupe du Monde. Tu en es visiblement très fier. Voilà. Tu as envoyé un petit mot, donc grand merci. Donc Cédric O, notre, je ne sais plus s'il est ministre ou secrétaire d'État, enfin peu importe, Cédric O, tout le monde sait qui c'est. Tu le remercies pour votre soutien sans faille. Fier de faire partie de l'écosystème French Tech. On continue tous ensemble. Voilà ce que tu écris. Mais est-ce que, enfin, tu vois ce que je veux dire, Jonathan? Est-ce que tu es encore dans l'écosystème French Tech? Alors, je pense que je le suis et je pense que je vais le rester pendant longtemps pour plusieurs raisons. Un, aujourd'hui, sur nos 800 collaborateurs, on en compte 350 en France. Deux, sur les plus de 200 collaborateurs qu'on a aujourd'hui en R&D, je dirais qu'il y en a 60-70% qui sont en France et on va multiplier par 3 la taille de nos équipes R&D dans les 3 prochaines années. Et 3, je vais plus loin, je pense qu'il y a un vrai avantage compétitif aujourd'hui à être français de par le rapport qualité, prix, loyauté de nos équipes, de nos ingénieurs, de notre formation, du soutien de l'État pour aider à développer les entreprises. J'ai été ravi de voir les retours qu'il y a eu suite à cette annonce, pas uniquement dans les montants, mais de sentir une véritable bienveillance de l'ensemble des acteurs à suivre et partager cette ambition. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait face à une génération d'entrepreneurs français décomplexés qui ont envie d'avoir un impact encore plus fort dans le monde dans lequel on vit. Et la société aujourd'hui est une société française. Le headquarter, le siège social est aujourd'hui à Paris. Il n'y a pas de raison que ça ne le reste pas. Et on va continuer à investir beaucoup à travers le monde, mais également beaucoup en France. Non, donc, mais c'est très… Pour moi, il ne faut pas oublier d'où je viens, Stéphane. Non, oui. Et puis, alors, c'était certainement pas une crainte. Moi, ça m'intéresse énormément. De la même façon qu'à un moment, à une toute autre échelle, le patron de Schneider Electric, mais lui, c'est 25 milliards de dollars,
mais à un moment a dit je pars à Hong Kong parce que c'est là qu'est le marché, c'est là que je vais développer mon truc, et ça n'enlève rien à la nationalité de l'entreprise. Voilà, tu tiens le même discours. N'empêche que le message quand même que tu envoies aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, c'est à un moment pour conquérir le monde, il faut y aller. C'est plus compliqué de conquérir le monde depuis Paris que depuis New York, quoi qu'on en dise. Déjà, je recommande souvent de le conquérir au niveau local, mais la bataille business, elle se joue au niveau global. L'enjeu de développer certains territoires peut être stratégique pour certaines entreprises, et vu l'importance du sujet pour Content Square, je voulais pouvoir y aller moi-même, le sentir personnellement, comprendre ce qui s'y passait. Donc, sans me poser de questions, une fois que je considérais que notre produit avait la capacité à s'industrialiser mondialement sans mettre à risque ce qu'on avait pu développer en France et à cette époque-là en Angleterre, j'ai décidé de partir pour pouvoir lancer nos activités là-bas. Merci Jonathan. Bonne route. Merci Stéphane, et merci aussi pour ton soutien sans faille depuis le début. Hein. Ce n'est pas que celui de l'État, c'est aussi… oui. Tu penses que j'y suis pour beaucoup de choses. Oui, ça y a pas de problème. Merci Jonathan, merci infiniment. Jonathan Cherki, donc le patron de Content Square, qui était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Chloé Claire. Bonjour Chloé. Bonjour Stéphane. Directrice générale de Namer. Alors il y a plein de sujets avec vous Chloé, mais le premier quand même, c'est qu'effectivement, là je parle à une directrice générale. Tout le temps, quand alors j'ai appelé data, l'heure du raffinage, on va parler. Tout le temps dans la tech, on parle aux fondateurs. Oui. Et là j'ai une directrice générale. Tout à fait. Directrice générale qui vient d'un grand groupe en plus, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous venez de Vinci. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors, rien que ça m'intéresse beaucoup. Et rien que ça, je me dis qu'effectivement, il y a des fondateurs et il y a des directeurs généraux. C'est pas le même métier. Oui, exactement. Et ça, on se rend compte parce que justement, mon associé, qui est fondateur, Grégory Labrousse, c'est un visionnaire, un créatif, mais un peu moins un gestionnaire. C'est ça. Et donc, en fait, on est très, très complémentaires. Et pour le day-to-day, pour passer à l'échelle, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Namer et ce qu'on a fait avec notre IPO, on a besoin d'être structuré, d'être organisé, de pouvoir aller de l'avant et de préparer la forte croissance qui nous attend. Et d'un autre côté, il a fallu quelqu'un, il y a 4 ans, pour imaginer qu'il fallait investir dans les data, dans la transition écologique, au moment où personne n'y croyait. Disons qu'il a trouvé un moyen de le faire au moment où tout le monde cherchait le moyen. C'est peut-être plus juste, non? Il y a 4 ans. C'est ça, oui, voilà. Peut-être. Et puis aujourd'hui, il est évidemment à mes côtés, mais justement sur toute cette partie créative, nouvelles solutions, produits, etc. Donc c'est un mix qui fonctionne bien. J'avais une phrase sur la data dont j'étais très fier, donc vous allez vous aussi y avoir droit. C'est comme le sexe adolescent, c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde en rêve, personne ne le fait. Vous voyez? C'est un peu ça. Il y avait un peu de ça, voilà. C'est un peu ça. Et lui, il a trouvé un moyen. Alors on va y aller autour du bâtiment. Mais alors donc, vous l'avez dit, IPO, vous avez fait une introduction en bourse. Introduction en bourse pour aller chercher à peine 8 millions d'euros. Oui, tout à fait. Là aussi, c'est un autre mystère. C'est-à-dire, d'ailleurs, tout le monde vous le dit, hein, c'est la question qu'on vous pose de manière récurrente, oui. Mais pourquoi vous imposez les contraintes de la cotation, même si c'est gross, hein, il y en a un peu moins de contraintes, voilà. Mais quand même, justement, aller chercher 8 millions d'euros sur la data, comme dit Macron, vous traversez la rue, vous les trouvez, les 8 millions d'euros. Je suis tout à fait d'accord, mais d'abord, je pense qu'on est aussi des pionniers, et faire différemment des autres, pourquoi pas? Et puis, en plus, growth, c'est assez léger finalement. Oui. Et ça permet aussi de structurer bien une entreprise. Et vous l'avez dit, je viens des grands groupes. Et c'est vrai que moi, je me sentais à l'aise dans une entreprise qui était prête pour sa forte croissance. Et pour la préparer, rien de mieux qu'un accélérateur qui est finalement l'IPO, où en quelques mois, on s'est vraiment transformé. On a conditionné l'entreprise pour pouvoir y aller. Et ensuite, il y a une question de notoriété. Vous l'avez dit… Je trouve ça génial, Chloé. Ah bon? Ah non, mais absolument génial, parce que ça veut dire… alors, donc l'entreprise a 4 ans. Oui, c'est ça. Ça veut dire que en fait, vous vous mettez sous l'œil public, et c'est sans doute la plus belle protection contre les délires qui pourraient vous saisir. Si jamais, à un moment, j'en sais rien, vous aviez des projets… compliqué en fait à rentabiliser, enfin des choses comme ça. Oui, tout à fait. Non, en plus, aujourd'hui, on a quand même assis notre tech, donc on sait où on va, on a des grands comptes, des clients, mais ce qu'on doit asseoir, c'est la notoriété. Et vraiment, c'est important parce que l'IPO, c'est mieux qu'un petit article qui dit un tel a levé 8 millions avec tel fonds. On est bien plus visible, alors qu'à notre échelle, finalement, regardez, je suis sur votre plateau.
Voilà. Je m'incline. Et vous êtes, et je suis très franc, vous êtes sur le plateau pour ça. Voilà. On m'aurait dit, c'est une boîte qui fait de la data dans le bâtiment. Non, d'accord, quoi. Ils sont rentrés en bourse, ils ont fait plus 22% à l'ouverture. Voilà. Une semaine un peu difficile pour les autres IPO, donc on était un peu comme ça. Mais oui, c'est ça en plus. Ouais. Non, Il y en a qui ont fait la une de la presse, ça s'est très très mal passé. Ouais. Et vous, tranquille, hop. Il y avait une forte demande. Je pense qu'en plus, on est sur de la transition écologique. Donc, évidemment, ça parle à beaucoup de gens. La data, il y a un peu de ce côté de votre citation, on a envie d'en faire. Ouais, voilà. C'est rentrer dedans. Voilà. Et ouais, ça permet, en plus, à tout le monde d'y aller. C'est la puberté. Voilà. Et il y a autre chose. Quand on est justement directrice générale d'une entreprise qui rentre en IPO, on a des messages de gens qui vous disent « j'ai investi, je crois en votre entreprise que je ne connaissais pas ». Et sur LinkedIn, j'ai plein de messages comme ça. Et je trouve que, en fait, en se réveillant le matin, c'est encore plus sympa d'avoir ça. Ouais, mais oui, il y a un gros sac à dos là quand même. Et voilà, c'est ça. Ah, ça vient avec le sac à dos. Mais la motivation, c'est quand même très important. Vous auriez pu lever 19 millions d'euros, j'ai lu, tellement la demande était forte. Voilà. Et vous êtes resté quand même à 8 parce qu'en fait, il y a un petit système qui permet d'aller plus vite à 8 et d'être plus léger en termes de dossiers, justement, qui est fait pour les entreprises de notre taille. Tout est pensé, réfléchi. Ah bah, c'est mon rôle. Ah ouais, non mais c'est formidable. Et vous-même, alors, je ne vais pas vous demander votre âge, mais enfin quand même, ça m'intéresse un petit peu. C'est-à-dire, voilà, vous êtes au milieu de la carrière, enfin, voilà, pas beaucoup plus, quoi. Bah oui, et donc, c'est quand même un saut dans le vide. Ah, oui. Qu'on fasse ça comme nous, on l'a fait, 55 ans, machin, on n'a plus grand-chose à perdre. Mais là, vous, c'est un saut dans le vide. Non, mais au contraire, moi, j'avais encore 20 ans de carrière. Donc, j'avais envie de faire autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de se réinventer. Quand j'ai fait mes études, on pensait qu'on allait faire ses études 5 ans, 8 ans, etc. Et qu'ensuite, on allait avoir une carrière. Et puis, en fait, on se rend compte que le monde, il bouge 10 fois plus vite, que tout le monde peut apprendre sur des MOOC, peut faire des choses, etc. Moi, je suis ingénieure et architecte dans le bâtiment, pas architecte en tech. Et je suis aujourd'hui à la tête d'une boîte de deep tech qui fait de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est notre monde actuel qui le permet. Donc là, il faut saisir les opportunités. Et en vrai, moi, ça faisait quelques années que j'avais envie de le faire. Et puis, le Covid, finalement, c'est quelque chose, on a été chez soi, on a travaillé, etc. On s'est dit, bon, est-ce que c'est pas le moment, finalement? Et je pense qu'il y a eu aussi une accélération de ça. Et Vinci a investi dans Neimer? Non, parce qu'ils n'ont pas de fonds pour investir dans Neimer. Maintenant, j'ai des amis chez Vinci qui ont investi personnellement dans Neimer. Eh oui, c'est ça. Bah oui. Ah, c'est incroyable. Bon alors, racontons ce que vous faites maintenant, parce que c'est là où ça se complique, si j'ose dire. La data, donc, c'est l'open data en fait que vous retraitez. C'est pour ça que je dis raffinage. Ça vous va comme... Oui, c'est raffinage et création. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va prendre l'open data, qui est très lacunaire. Donc, on va déjà le compléter. Alors, quel open data? Autour du bâtiment, vous dites, mais c'est quoi autour du bâtiment? Du territoire, vous avez plein de jeux de données des collectivités, des jeux de données de l'ARCEP sur, par exemple, toutes les connexions Internet. Vous avez des jeux de données de l'ADEME sur les DPE la performance énergétique des bâtiments. Exactement. Vous avez énormément de données qui sont aujourd'hui sur le marché. Le problème, c'est qu'elles sont dans des formats différents. Donc, vous avez du texte, vous avez des tableaux, vous avez des images. Nous, on utilise beaucoup d'images, etc. Et ensuite, vous avez des choses qui sont sur plein de supports et lacunaires. Donc, l'idée, c'était de dire, nous, on va mutualiser le travail, de s'emparer de l'open data et de le rendre actionnable dans une seule base de données. Mais on ne s'est pas arrêté là, parce que sinon, on n'apporterait pas assez de valeur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des nouvelles données à partir du croisement de ces données. Les données, chez nous, on appelle ça des attributs. Donc, c'est des attributs à forte valeur ajoutée qui sont créés avec des algorithmes de machine learning et de deep learning qui sont aussi très différents. Ça va très très vite. Pardon. Donc, vous prenez tout l'open data autour du bâtiment, des bâtiments. Des territoires, de l'environnement. Mais comment est-ce que vous déclenchez? Comment est-ce que vous dites, je vais aller m'intéresser à cette zone-là ou à ce bâtiment-là, ou etc. C'est quoi le fait déclencheur? Le fait déclencheur, c'est d'avoir désiré décrire le monde physique par la donnée. Comment est-ce qu'on décrit le monde physique? D'abord, on peut le décrire quantitativement. Vous voyez, vous pouvez... Oui, mais non, mais attendez, parce qu'il faut intervenir sur des géographies précises. Donc, c'est vos clients qui vous demandent, en fait, sur une géographie précise. C'est là que je reviens à mon associé, qui était visionnaire. C'est que lui, il n'a pas attendu d'avoir un client pour avoir l'idée. Il est parti, il a dit, on va décrire le bâtiment, le territoire, et ça va permettre aux acteurs, justement, des bâtiments, de la transition énergétique, de pouvoir s'appuyer sur des vraies données pour pouvoir en fait faire des meilleures stratégies. Mais Chloé, ça veut dire tous les bâtiments, tous les territoires? 35 millions de bâtiments en France. Mon Dieu! Et bientôt l'Europe.
puisqu'on est là pour ça, pour l'IPO. Ce qui me fait penser à ce que fait le fondateur de De Vialet sur les terres agricoles. Lui aussi est exactement dans la même démarche, qui est une sorte de démarche de bibliothèque, en fait. Tout à fait. Vous faites une immense bibliothèque. Tout à fait. Actionnable. De la data du bâtiment du monde. Tout à fait. Et pas que le bâtiment, vraiment le territoire. Le territoire. Voilà, le territoire, vous avez tous les espaces publics. Mais donc ça peut servir aux promoteurs, mais ça peut servir aux collectivités pour essayer d'organiser la circulation, j'en sais rien, pour essayer d'organiser les flux énergétiques, pour essayer d'organiser... Exactement. En fait, ça sert à toutes les parties prenantes, ce qui fait que, je reviens à la notoriété, en fait, on s'intéresse à toutes les parties prenantes du bâtiment. Donc ça va aux assureurs, financiers, collectivités, propriétaires fonciers. Sur Vivatech, on est sur le stand d'Orange, donc ceux qui connectent les bâtiments, tous les délégataires de services publics, des déchets, de l'eau, etc. Donc là, notre base de clientèle est très large. Donc, et elle va des grands comptes. Attendez, on va revenir sur votre base de clientèle. Mais donc j'ai compris. Ok, open data, je prends l'ensemble de ces données, donc je les raffine et j'en fais ce que vous appelez des attributs. C'est ça. Exactement. Tout à coup, ce sont des métadonnées, quoi, d'une certaine manière. Alors, en fait, ce sont des données qui veulent dire quelque chose. Ce sont des informations qui caractérisent quantitativement, qualitativement les bâtiments, parce que ce sont nos premiers cas d'usage, mais aussi le territoire. Mais les bâtiments, si vous voulez, vous pouvez savoir le ratio de surface végétalisée d'une parcelle, d'un bâtiment. Vous pouvez savoir si, quels sont les matériaux de toit. Vous pouvez savoir s'il est connecté ou pas à la fibre. Vous pouvez savoir si, dans un scénario 1,5 degré, 2 degrés ou 2,5 degrés, quel est son risque climatique, etc., etc. Donc, on a une palette. Et en fait, c'est cette palette-là qui fait la richesse de la proposition de valeur de Nemer. Si vous voulez juste 2 informations, peut-être que cette grande bibliothèque qu'on vous offre n'est pas la meilleure solution. Si vous avez besoin de plein d'informations tout de suite actionnables sur l'étagère, eh bien, vous venez chez nous. Oui, alors, pour donner un exemple, les assureurs tout à fait. sont parmi vos premiers clients. Exactement. Donc, on a un partenariat avec un actuaire qui s'appelle Adactis et on a fait une offre qui s'appelle Smart Home Pricing for Insurance, parce qu'on vise déjà l'international. Mais non, vous avez déjà 35 millions de bâtiments. En France. Il nous faut l'Europe après. Allez, continuez. Alors, je continue. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est d'améliorer le parcours client pour ces assureurs. Quand un nouveau client vient pour de la multirisque habitation, il faut qu'il réponde en moyenne à 20 questions. Donc, si on cherche 2-3 devis, soit on a 1 heure à passer, soit on n'a pas 1 heure. Et l'idée, c'est de capter ceux qui n'ont pas 1 heure. Et donc, en fait, il suffit de poser 2-3 questions au client, dont son adresse. Et nous, en live, pendant que l'assureur va faire le devis, il va appeler nos attributs et il va dire, là, j'ai toutes ces informations sur cette habitation. Et il peut y avoir aussi des données de sécurité sur les vols dans le quartier ou des choses comme ça pour l'assureur. Exactement, qui sont parfaitement publiques. La résistance des matériaux au feu, Tout à fait. Et vous savez que, par exemple, sous-sol, habiter près d'une bretelle d'autoroute est un facteur de risque pour le vol. Et donc, nous avons, grâce à Adactis, qui a donc cette expertise métier de savoir quelles sont les caractéristiques. Et on a testé 70 attributs. Aujourd'hui, on en a une trentaine qui servent pour l'assurance, mais on en a testé 70-80. On a fait des modèles de prédiction de risque. Ils les ont fait, puisqu'ils sont actuaires. Nous, on a fait les attributs. Et on a prouvé qu'avec 25-30, on était capable de bien mieux caractériser le risque, de 20 à 40% mieux que l'assureur traditionnel. Et donc, nous, on va voir ces assureurs traditionnels et on leur dit, vous êtes aujourd'hui, vous faites un petit peu manger les pieds par ces néo-assureurs qui viennent justement d'entreprises innovantes, de machine learning, etc. Luco qui est venu là, c'est très impressionnant. Vous avez des calculs de risque en quelques secondes. Exactement. Eh bien, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est qu'aux assureurs traditionnels, on leur apporte le game changer de Luco. Vous allez renforcer la rente, alors? Non, pas du tout. Vous étiez formidablement sympathique depuis le début. Non. Et là, voilà, sur les 30 dernières secondes, ça se dégrade. Vous allez passer moins de temps à comparer les prix de vos assureurs, puisque vous allez répondre à presque aucune question. Bon, 20 secondes, donc 35 millions de bâtiments en France. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'inventorier tous les bâtiments du monde développé? On part sur l'Europe, et puis après, on verra. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Formidable. Chloé Claire, donc, directrice générale de Nemer, notre invitée sur Bismart. On va finir avec une jeune femme qui nous accompagne très régulièrement, Gabrielle Alperne. Vous allez voir, philosophe. La culture va sauver l'économie. On repart les amis, on repart avec Gabrielle Alperne qui vient nous voir régulièrement. Bonjour Gabrielle. Bonjour Stéphane. Philosophe qui travaille sur l'hybridation. Nous sommes tous des êtres
hybride. Exactement, Voilà. tous des centaures. Vous êtes, voilà, et vous qui êtes des acteurs économiques et des agents économiques, vous pratiquez l'hybridation, parfois sans le savoir. Voilà. Tout à fait. Bon, on reparlera de ça longuement un jour, mais évidemment, tu t'intéresses à la vie économique. Oui. Un certain nombre de thèmes, et comme tu es philosophe, ce sont des thèmes inattendus, et celui du jour est particulièrement inattendu. Tu nous dis, Gabriel, que la culture va sauver l'économie. Tout à fait. Alors effectivement, ça peut paraître assez paradoxal de dire une chose pareille. Nous, on adore ranger les choses en des cases. Alors, quand je dis nous, c'est les êtres humains et puis les Français en particulier. On adore ranger les choses en des cases. Alors l'art dans l'art, l'économie c'est l'économie, et puis un chat est un chat, et puis voilà. Sauf qu'en fait, il pourrait se révéler que les croisements pourraient être extrêmement intéressants et que justement, à l'heure où on est dans une crise, voilà, et il va y avoir des vrais sujets de relance économique. Ouais. Un certain nombre de secteurs économiques pourraient trouver, peut-être pas leur rédemption, mais en tout cas pourraient trouver des réponses, des solutions dans la culture, dans l'art plus précisément. Je vais vous donner... faut y aller. Il faut des exemples, là. Il faut y aller. Effectivement. Parce que ce que je dis, alors certes, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux, mais en plus, c'est un constat. C'est-à-dire que ça arrive déjà. Donc cette grande hybridation entre la culture et l'économie, entre l'art et l'économie, ça arrive déjà. Moi, je vais te dire, juste comme ça pour poser le problème. Oui. Pour moi, voilà, je ne vais pas dire chef d'entreprise, machin. Pour moi, agent économique basique et binaire, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, en gros, oui, à travers le mécénat. Ouais. À travers le mécénat, c'est l'économie qui soutient la culture parce que l'homme n'est pas un animal, justement, et qu'on a besoin de réfléchir de temps en temps et de s'émerveiller. Oui. Mais je ne vois pas en quoi la culture pourrait soutenir l'économie. Alors, c'est là où, justement, je voudrais dire qu'il faudrait arrêter de laisser, justement, culture et art dans la case, en gros, mécénat, fondation d'entreprise. Voilà. Mais au contraire, c'est le directeur de l'innovation ou le directeur de la stratégie qui devrait y regarder de plus près. Je vais vous donner 2 exemples dans des secteurs qui sont quand même plutôt mis à mal. Le secteur automobile et le secteur de l'hôtellerie. Première chose, dans le secteur automobile, on parle toujours des voitures hybrides. Alors l'hybride, c'est électrique, thermique. Enfin voilà, c'est comme ça que l'on définit l'hybridation dans le secteur automobile. Pour moi, l'hybridation dans le secteur automobile, c'est tout autre chose. C'est comment est-ce que la voiture devient quelque chose d'autre, par exemple une autre pièce de la maison, un salon, et là. À partir du moment où on commence à casser la case, un truc pour voyager, quoi. Enfin voilà, mais ça devient tout autre chose. Là. Il y a un croisement possible avec la culture et l'art. Un exemple très concret, DS Automobile a fait un partenariat avec le musée du Louvre. Alors là, on se dit, mais alors quel type de partenariat a bien pu voir le jour ? En fait, ils ont sorti une voiture particulière, voilà, une collection particulière, en partenariat avec le musée du Louvre, qui diffuse un certain nombre d'œuvres symboliques du musée du Louvre sur l'écran central, avec un certain nombre de podcasts. Bon, alors ça, on peut se dire, oui, mais il y a un côté un peu gadget, voilà. Oui, c'est ça, c'est les codes du luxe. Mais c'est une première, à mon sens, c'est une première étape dans l'hybridation. Parce qu'à partir du moment où on se dit, la voiture, c'est plus seulement une voiture, en plus surtout, si elles deviennent en conduite automatique, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une voiture ? Autonome. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une voiture ? Et donc c'est là où effectivement, si la voiture devient un salon, devient une autre pièce de la maison, devient un endroit où justement c'est un endroit de loisir, un endroit où on peut se cultiver, là on entre dans quelque chose de particulièrement stratégique qui peut être intéressant. Et à mon sens, c'est ça la véritable voiture hybride de demain. Exemple donc dans le secteur automobile. Mais alors tu cites DS, mais forcément, il faut aller lire. C'est 1 page et demie de Roland Barthes, comme ça vous permettra de lire une fois du Roland Barthes dans votre vie, autour de DS. Roland Barthes avait déjà décidé que DS était une œuvre d'art. Avait déjà décidé que DS n'était plus une automobile. Oui. Voilà. Oui, Du dessin de ses courbes. Exactement. Et parce que elle n'était pas ergonomique, justement. Enfin voilà, c'est en gros ce qu'il dit. Donc c'est intéressant. Donc ça montre que finalement, il y a un ADN qui est particulier, un ADN. Vous tapez DS Roland Barthes, vous allez lire ça, c'est extraordinaire. D'accord, effectivement, c'est très intéressant. Alors après, donc ça c'est le secteur automobile. Dans le secteur de l'hôtellerie, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques hôtels. Alors bon, évidemment, c'est quelques hôtels comme ça, mais je pense que ça va vraiment devenir un avantage concurrentiel de demain pour un certain nombre d'acteurs de l'hôtellerie. En Italie en particulier, qui commencent à hybrider l'hôtel avec la résidence d'artistes et avec le lieu d'école d'art et de culture. Et donc, c'est une résidence d'artistes. Il y a des artistes qui sont donc logés gratuitement. Ils produisent une œuvre. Cette œuvre est ensuite donnée gratuitement à l'hôtel. Ce qui est génial, c'est que quand j'ai envie d'aller dans une chambre de cet hôtel, eh bien, je peux choisir la chambre que je veux et donc l'univers artistique que je veux. Ce qui est génial aussi, c'est que cet hôtel me propose, pour moi, pour mes enfants, des ateliers d'art, hein, voilà, pour pouvoir se former à leur sculpture, peinture. Enfin, voilà. Et donc, c'est tout ça en un. Et donc là, pour le coup, c'est un véritable avantage concurrentiel pour pouvoir attirer un certain nombre de touristes. Évidemment. Donc voilà, là, la culture, l'art sauvera l'économie.
Alors, on va dire que tu es sur des... Alors l'automobile, non, mais avec l'hôtellerie, tu es un secteur spécifique. Oui, mais alors, un autre exemple, alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est la librairie. Parce qu'on a bien vu, il y a tout le sujet des librairies qui ont été mis sous le coup de projecteur avec la crise sanitaire. Je disais finalement comment faire revenir les gens dans les librairies. On disait en fait la véritable hybridation c'est avoir un site internet et puis faire du e-commerce. Moi je ne pense pas. Je pense que le vrai sujet de la librairie et la librairie du futur, évidemment, oui, ok, d'accord, elle a un site internet, mais surtout, elle est en présentiel et elle va offrir, enfin, elle devient un lieu, un tiers-lieu, un truc extraordinaire. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois ont pris énormément d'avance. Et il y a plein de librairies qui sont en train d'ouvrir en Chine, qui sont des librairies cathédrales. C'est-à-dire que c'est des endroits immenses, qui ont été designés et construites par des architectes complètement fous, inédits. Voilà. Et donc, c'est des trucs, effectivement, cathédrales, où on peut faire plein de choses dedans. Et alors, ce qui est génial, c'est que les gens font la queue pour y entrer. Bon, et les enfants se battent pour pouvoir y entrer. Mais ça, c'est vrai, Gabriel, pour tout le retail. Ce que tu es en train de me décrire, c'est... Alors, il se trouve qu'on en parle très régulièrement, l'événementialisation du retail. Et effectivement, ça passe par la culture. Exactement. Ça passe par la culture. Tout à fait. Alors, c'est une phrase extraordinaire d'Andy Warhol sur laquelle je suis tombée, 1975, alors, clairement visionnaire, qui disait « Tous les grands magasins vont devenir des musées et tous les musées vont devenir de grands magasins. » Alors, je sais que ça peut choquer. Oui, vous avez raison. Se dire, mais c'est terrible, c'est de l'instrumentalisation de la culture et de l'art, c'est la profanation de l'art. Voilà, les marchands du temple. Exactement, sauf que ça permet aussi de pouvoir ouvrir enfin l'art. Et on sait très bien qui va dans les musées et qui n'y va pas. Et là, encore une fois, je reprends mes exemples aussi en Chine. Un nouveau concept extraordinaire qui s'appelle K11. Et donc là, c'est un mélange de galeries marchandes et de galeries d'art. Et donc on mélange le shopping et des poses artistiques. Et ça marche. Ça marche. Voilà, encore un exemple. Non, parce que j'ai envie de t'amener encore plus loin, en fait. Il y a plein d'exemples. Autre chose, Renzo Piano. Ça, je trouve ça magnifique. À qui on disait, par rapport à Beaubourg, non, mais alors en fait, c'est horriblement moche, ces ascenseurs extérieurs, enfin, ces escalators extérieurs, on a l'impression que c'est un hypermarché. Et Renzo Piano disait... C'est l'architecte de Beaubourg. Ouais. Et Renzo Piano disait, mais tant mieux, parce que les gens n'ont pas peur d'entrer dans un hypermarché. Ah, génial. Voilà. Et pour moi, l'art devient sacré quand il s'ouvre, quand il se démocratise, quand tout le monde a accès à l'art. Donc ça n'est pas une profanation de l'art que de le mettre dans des galeries marchandes, dans des restaurants, enfin bref. Non, mais attention, ton sujet, c'était pas la profanation de l'art. Ton sujet, c'était l'art sauvera l'économie. Oui, mais je voudrais pas que ce soit que l'on l'interprète en disant, ah oui, mais c'est de l'instrumentalisation. Ah, mais ça, on s'en fout, nous, sur Bismart. Nous, c'est l'économie avant tout, si tu veux. Donc s'il faut instrumentaliser l'art, on va l'instrumentaliser. Voilà, mais en tout cas, je voulais quand même le préciser. Voilà. Non, je veux t'amener encore plus loin. La grande hybridation de toutes les hybridations, celle qu'on décrit depuis, j'en sais rien moi, allez, une demi-douzaine d'années, c'est bien l'industrie qui se mute en service. Exactement. Voilà, Exactement. C'est, vous ne vendez plus des matelas, vous vendez du sommeil et de la qualité de sommeil. On entre dans la société des usages, voilà. La société industrielle. Et en fait, avec l'art, j'ai l'impression que tu nous dis, il va falloir qu'on aille encore au-delà dans la dimension immatérielle que doit prendre la consommation pour se sublimer, pour qu'on puisse continuer à consommer. Exactement. En fait, c'est l'art de créer une relation. Et attention, relation et service, c'est pas la même chose. Pour ça, c'est plus la société industrielle, c'est plus la société de service, c'est la société des relations, des usages. Et en gros, c'est comment est-ce que je crée une relation dans laquelle mon client voudra bien entrer. Et donc c'est là où effectivement l'art peut jouer un rôle extraordinaire. Ça apporte de l'enchantement. Un autre exemple intéressant... En même temps, c'était une belle chute, ça apporte de l'enchantement. Bon, je te laisse faire ton exemple, mais c'était une très très belle chute. Vas-y, Gabriel. Un dernier exemple. Parce que ce moment aussi est un enchantement. Le Musée des Beaux-Arts de Reims a fait un partenariat avec les Galeries Lafayette, et donc des reproductions des œuvres du musée sont reproduites dans les vitrines des Galeries Lafayette. Voilà, donc il faut aller vers ça, c'est l'hybridation entre l'art et l'économie. Et ça apporte de l'enchantement. Gabriel Alperne avec nous sur Bismart.